Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed 27 dans la peur, social index sur up, les ordres de marché sur une certaine neutralité, mais c'est normal puisque j'ai l'impression que c'est buggé ce matin 9h que j'enregistre l'émission. Sur le Scalpex Index, on n'a pas les murs qui apparaissent. Premièrement, ce qu'on va observer, c'est chaque ligne en pointillé. D'accord ? Vous voyez les lignes en pointillé ? Chaque ligne en pointillé ici, verticale, sont des halvings. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, chaque période, c'est 210 000 blocs. Alors, est-ce que je vais la noter ? Je la note une seule fois. D'accord ? Où est ? Oh là là, si j'y arrive pas, je ne vais pas le faire. Ah, ici, super. J'écris jamais. Mais ici, c'est 210 000 blocs. D'accord ? Je vais mettre un petit point pour faciliter la lecture. 210 000 blocs, d'accord ? C'est-à-dire que le premier, est-ce qu'on peut faire même un copier-coller ? J'écris jamais. Ah, super. Donc 210 000, 210 000, 210 000, vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que la première phase, c'était 200 000 blocs avant de connaître le halving qui a été fait vers novembre d'année 2012. Ensuite, de nouveau, 210 000. On ajoute les deux, ça fait, vous savez calculer, à mon avis, 420. Puis ensuite, on ajoute encore 210 000, ça fait 630. Et pour connaître bien le dernier, ça fera 840. C'est ça. Et donc, on est à la moitié, hein, d'accord ? Dans ce fameux halving, on est maintenant au 107e bloc. Et donc, qu'est-ce qui compte là ? La barre bleue, c'est au total 210 000. On est plus ou moins au milieu, d'accord ? Donc, vraiment, ça se joue à 4 jours près. Et on y arrive. Donc ça, pour les petites explications et ceux qui auraient eu un petit bug, pourquoi ça indique 107, la différence par rapport au 840, comment ça se fait que du coup, sur la ligne bleue, on est au milieu. Bref, pour ceux qui vont un peu loin et qui n'ont pas tout de suite compris comment ça fonctionnait. Donc maintenant, parfait, moitié d'halving. Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer par rapport à ça ? D'accord ? Alors, je réagrandis l'écran, bien entendu. On va pouvoir observer, premièrement, où a été fait le bottom précédent, donc c'est-à-dire durant les 3 derniers halvings. Où est le bottom théorique actuel ? Est-ce qu'il n'est pas peut-être un peu précoce ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas été fait un peu tôt dans nos projections, dans nos attentes personnelles ? Nous, petits humains qui voyons le graphique, on se dit, bah, ça y est, le bottom est fait. Peut-être pas. Peut-être grosse de nouveaux blagues qui arrivent par rapport au BTC, on refait un nouveau petit bottom et par après on reprend en fait l'allure que le BTC prend en termes de bull run, c'est-à-dire de la verticale, et let's go. Du coup, le BTC qui est toujours dans son range, rappelez-vous, ok, donc on avait validé la pattern de retournement, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est soit le W Daily pour bien confirmer un bottom ici et repartir bullish derrière et donc tenter d'aller casser les résistances, hein. Déjà de retourner vers la résistance des 44 006 qui serait vraiment importante. Et surtout de venir déloger ici ce sommet qui sera vraiment extrêmement important pour continuer cette dynamique haussière, doucement mais sûrement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, on est toujours au sein du range ici. On évolue sous mon petit trait bleu donc, qui caractérise le range. Si on breakout aujourd'hui et que c'est accompagné par les assets américains, ça serait vraiment une bonne chose. Et donc là, on pourrait du coup casser ce qu'on appelle le premier arrêt du mouvement. Donc là, on est venu le chercher parfaitement au dollar près. 0,382, si on casse 0,382, il y a de grandes chances qu'à terme, on revienne, donc à terme prochain jour, prochaine semaine, entre ici 0,618 et 0,786 qui correspondent à 44 500 et 46 150 $. Donc dans cette zone, juste ici. Ok ? Qu'on revienne là-dedans. Rappelez-vous, si on vient là-dedans, en gros on fait ça, et que l'open interest des alts, il explose, ça pue. Ok ? Donc là j'ai l'open interest des alts. Donc ça montre l'intérêt qu'ont les gens sur les altcoins avec le levier généralement. Et si les gens en foutent beaucoup de levier, en gros le Bitcoin, voilà, il faiblit. Rappelez-vous ça, je le rappelle parce que c'est très important. Et si vous n'avez pas vu les précédents jours, vraiment, je le rappelle, c'est hyper important. Mais si on vient là-bas et que l'open interest, il explose, pour moi, c'est littéralement un très mauvais signe. Bon, après, ça dépendra si les gens shortent, pourquoi pas, c'est bien. Mais généralement, les gens ne sont pas conditionnés à shorter les alts. Ils sont plutôt conditionnés à les acheter avec leverage. Plutôt à shorter le Bitcoin, ça oui, mais les altcoins, c'est assez rare quand même. Parce que la mentalité, c'est ça a baissé de 90%, donc pourquoi ça baisserait plus ? Oui, mais un asset qui a baissé de 90% peut encore baisser de 90%. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Et du coup, ici, oui, si on voit ça, ça serait hyper moche. Donc pour l'instant, ça va. On a quand même une forte corrélation avec le marché américain. C'est le problème, c'est tout le problème, parce que quand on analyse le Bitcoin, en fait, il faut analyser et le marché américain, et le dollar index, enfin, il y a énormément de choses. Ça peut être sympa, mais en même temps très embêtant. Embêtant parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de choses à analyser que tu t'y perds. Alors ici, on a le dollar index qui nous a fait une chute hier. C'est ce qui a provoqué, pas seulement, mais en partie la montée du SP500. Puisque l'argentiel n'est pas
sur les monnaies stables, elle est sur les actifs risqués. Et le Nasdaq, lui, n'a pas trop suivi. On a eu une chute. Regardez, le S&P 500 est quand même bien monté. Il est toujours au-dessus de la zone des 0,382, au-dessus des 4455 points. Si on arrive à tenir cette zone et que... voyez, alors, on va se mettre peut-être en weekly. Et qu'en weekly, on arrive à passer et clôturer au-dessus, cela sera un signe extrêmement bullish pour le SP500 qui aura un impact phénoménal sur le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, sera impacté à la hausse. Mais si la clôture weekly ne s'effectue pas au-dessus de la zone des 4455 points, la zone des 0,382, alors le Bitcoin pourrait subir et partir également, tout comme le SP500, à la baisse. Donc là, j'ai retweeté un tweet qui m'a assez fait plaisir. Bon, en même temps, j'avais déjà les datas. Donc les performances depuis le début de l'année. Donc Shopify, moins 60%, Netflix, moins 60%. Donc là, en plus, Netflix, ils ont explosé là, il y a 2-3 jours. Il y a 2 jours. Non, même pas, c'était hier, je crois. Ensuite, il y a PayPal, moins 50%, Facebook, moins 40%, Arc, moins 40%. Bon, ça, c'est abusé. Nasdaq, moins 14% et Bitcoin, moins 13%. Donc comme quoi, Bitcoin a réussi à plus tenir que tous les autres, donc c'est vraiment important. Donc les autres, c'est quand même lié directement au marché traditionnel. Donc on parle tout le temps que Bitcoin c'est de l'arnaque, c'est quelque chose de très très volatile, etc. C'est faux. Même l'année dernière, on vous l'a prouvé. Donc faites attention à ce qu'on vous dit, regardez les chiffres ne mentent pas. Et là, on le voit très bien, ils sont vraiment très costauds. Et surtout, regardez, moi ce qui me rend fou, les autres encore, bon déjà ça me choque un peu, mais par rapport au Nasdaq, on a moins de pourcentage de pertes que le Nasdaq depuis le début de l'année. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Donc ok, on est encore très corrélé. Là, je suis pas en train de vous dire que le Bitcoin, c'est bon, c'est officiel, c'est une valeur refuge. C'est juste pour vous dire que ok, on est corrélé, on bouge beaucoup en même temps que le Nasdaq et le S&P 500, mais avec beaucoup moins de volatilité qu'on a pu le voir à l'époque. À l'époque, 14% sur le Nasdaq, c'était du 40% sur le Bitcoin, si c'est pas du 60 ou plus. C'était vraiment énorme niveau différence. Là, on est très très proche. Donc attention, bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais Alan, on avait déjà commencé à bien descendre en fin d'année de l'année dernière. Oui, c'est vrai, mais quand même, moi, même, il n'y a pas que moi, tout le monde l'a dit, depuis le début de l'année, on fait beaucoup moins de mouvements, on est beaucoup plus puissant sur le Bitcoin que sur beaucoup d'indices qui sont directement listés, soit directement au S&P 500 ou au Nasdaq. Hier, en Twitter, j'avais partagé des graphes de CDD spot contre le CDD futur. J'ai dit attention, les spots vendent ici, donc c'était pas très bon signe pendant que les futurs achetaient. Donc ce qui faisait monter le prix ici, c'était que les futurs. Ça en général, c'est pas très bon et après, bim, on se pète la gueule. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, les futurs achètent, les spots, ils sont pas très chauds mais ils vendent pas non plus. Donc pour l'instant, ils maintiennent le prix. Les futurs font monter un peu le prix, donc ça c'est plutôt bon. Ce qui est pas bon, c'est quand le spot descend et que le prix monte, ça c'est pas bon. Mais pour l'instant, il reste plutôt neutral ici, pareil pour les futurs et le prix monte, donc ça c'est plutôt bon. Ce qui est bon également, c'est quand le prix monte et que l'option intérêt monte, ça c'est également bon, donc ça c'est plutôt bullish. Sinon ici on est en point neutral, donc pas suracheté, pas survendu, ça c'est également bon. Et ici le long short, il commence enfin, on dirait, à se resserrer ici, d'accord ? Plus c'est serré, mieux c'est, ça c'est un proverbe du Vatican. Dans tous les cas, en général, les belles montées, c'est quand c'est serré ici, hop, les deux sont serrés, ça fait des trucs bizarres comme ça. Et après, ça monte bien. Mais quand c'est séparé comme ça, c'est pas très bon en général. Là, on est plutôt sur du bullish pour tous les autres. Et un peu bearish pour celui-ci. On prend toujours la majorité, d'accord ? On fait toujours une moyenne des indicateurs. En weekly, c'est un marché qui est dégueulasse. Ce marché est moche. Ce marché ne demande qu'à s'effondrer. Pour l'instant, il ne le fait pas. Support. Un jour, peut-être, quand ça voudra bien, que tout le monde sera d'accord. Mais bon, voilà, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. L'Ethereum. Donc là, l'Ethereum en ce moment, c'est très ennuyant. Donc on va juste redéplacer donc ici le range. Hop, on va prendre l'aimant, ça sera plus simple. On va le mettre ici. Et du coup, on a nos 2 bornes. Donc on va bouger juste ici l'alarme, qui m'a bien servi hier en plus. Donc au niveau des 3170 $. Et on va sauvegarder. Voilà, donc le temps qu'on ne dépasse pas soit les 3170 $, soit les 2880 $, il ne se passera rien de spécial sur l'Ethereum. On va juste aussi retracer donc des zones de Fibonacci, hop, comme ceci,
Allez, je peux le faire, je peux le faire. Ah, des fois, TradingView, il est cassé, ça fatigue. Donc ici, on va mettre notre box entre les 0,618. Oula, fatigué. Allez, ce matin, c'est un peu compliqué. Il faut que je me réacclimate là. Entre les 0,786, en plus, je le répète 40 fois par jour, ça. Et les 0,618 de Fibonacci. Hop, j'ai fait un petit mix entre les deux, quoi. Ici. Et on enregistre. Donc là, pareil, sur le BTC, on est venu chercher un maximum de liquidité, hop, pile à ce niveau. Voilà. Et on a été rejeté pile sur les 0,382 de Fibonacci. Donc rien à dire, on attend. Par contre, si on est amené à casser ce niveau, là, par contre, ça veut dire qu'on aura réussi à battre tous les bears qui ont bloqué les prix donc au niveau des 3148 $. Et on se dirigera sûrement entre les 3314 $ et les 3433 $. Et le niveau intermédiaire, ça serait... Oula, c'était pas très bien tracé. Voilà, on va le faire à peu près. C'est pile le milieu. Pourquoi? Parce que c'est tous les niveaux de liquidité, comme je vous ai expliqué voilà, tout à l'heure. Ensuite, au niveau de Bitcoin, on revient rapidement sur un chart très intéressant au niveau du Bitcoin en 2019. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre en image cette courbe, mais en gros, c'est le Bitcoin en mai 2019, comme il le met ici, où en gros, on avait stagné pendant longtemps, rappelez-vous, plutôt fin 2018, début 2019, et avril, je m'en souviens, mai 2019, paf, on avait une cassure, on était parti à la hausse pour aller chercher 14 000 $ au niveau de fin juin 2019, si je ne me trompe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est en train de plus ou moins pas refaire la même structure, mais vous voyez que c'est très ressemblant. On a après le même scénario qui se dessine avec éventuellement, vous voyez, comme il dit dans son tweet, on pourrait être ici et refermer la même structure. Attention, moi, c'est pas quelque chose que je regardais de très près et je vais me dire, ok, c'est passé comme ça, du coup, ça se passait comme ça dans le futur. C'est juste, on prend ce qui s'est passé dans le passé et on le met sur aujourd'hui pour essayer de le mettre dans le futur. Sauf que ça marche pas vraiment comme ça et les performances et les cycles passés ne sont pas un reflet de ce qui va se passer dans le futur. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais ce qui est intéressant par contre, c'est que le marché, il fluctue avec quoi? Le marché, il fluctue à cause de la psychologie des investisseurs en fait, la psychologie humaine. Et vu que la psychologie humaine est la même qu'il y a 3 ans, ça n'a pas bougé, et ben souvent on retrouve le même genre de pattern. C'est pour ça que voilà, on retrouve des supports historiques, c'est pour ça qu'on retrouve aussi des doubles creux, etc., des doubles tops, etc. Et du coup c'est intéressant parce que dans la structure même de la courbe, et ben on pourrait refaire, si vous voulez, un peu la même configuration. Ça arrive assez violemment ça, et pas forcément sur Bitcoin, on peut aller chercher sur la configuration de l'ESP500, sur les actions, etc. Souvent c'est les mêmes configurations qui se mettent en place, vu que c'est les mêmes investisseurs, c'est les humains qui investissent. Et ce qu'il faut faire attention par rapport à ça aussi, c'est la time frame. Il faut bien que ce soit la même time frame pour pas qu'il y ait de problème en fait, parce que si vous prenez une time frame en daily, puis l'autre courbe elle est en weekly, et vous la mettez après pareil, bah du coup ça va pas marcher. Également, la chose que je veux mettre en évidence ici, eh bien, c'est une certaine chose que je peux souvent lire, souvent et même trop souvent, c'est ok, on est parabolique sur, par exemple, le BTC, mais ça ne pourra pas être plus parabolique par après. Il y a un moment où ça va arrêter, où ça va dégringoler, un moment où en fait le bazar, c'est bête, mais il va devenir plat, d'accord? Peut-être beaucoup plus tard, quand on parle ici d'une crypto-monnaie, on va faire cette simplification d'une monnaie, d'accord? Et qu'elle est adoptée et que finalement tout le monde en a, etc. etc. On s'est compris. La chose par contre, c'est que tant qu'elle est dans cette phase d'adoption, pour moi, eh bien, la verticale ne peut jamais être moins verticale. C'est-à-dire que pour moi, il est normal en fait de revoir finalement des paraboles qui sont toujours de plus en plus paraboliques. Comme on a pu le voir sur le S&P 500, ceux qui vivaient avant, d'accord, avant nous, là, ceux qui étaient adultes en 1980, moi je n'étais même pas encore né en 1980, il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont connu ce genre de parabole aussi, d'accord, jusqu'en 2000. La chose, c'est que quand on voit ce genre de parabole, on se dit, ben voilà, il n'y aura pas plus parabolique, c'est déjà vertical cette affaire-là, d'accord? Le truc, c'est que quand on dézoome et qu'on regarde après, on tombe sur du parabolique encore plus fort. Donc cette attente en fait de se dire, ben non, c'est fini, le BTC maintenant ralentit, c'est trop tard peut-être même de rentrer dans le marché parce qu'il a fait sa parabole. Non, d'accord, il y a des actifs, beaucoup d'actifs qui continuent leur parabole toujours de plus en plus fort. Et à mon sens, le BTC est pris finalement dans cette même logique. C'est une grosse phase d'adoption qui est finalement en marche et clairement j'ai envie d'y croire. On va de voir finalement cet afflux financier toujours plus massif dans le BTC
tel qu'il est pour le moment sur le S&P 500. Ce qui explique également ces paraboles toujours de plus en plus fortes, c'est à la fois l'inflation, d'accord, et l'inflation qui est expliquée également, et on ne va pas le cacher, par l'imprimante à billets. Ok, maintenant je voudrais aussi vous montrer ce graphique. Ceci a été posté par CryptoRover et je trouve que c'est vraiment cool, vous allez voir. Regardez ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est le DXY. La ligne verte représente l'indice du dollar, ce qui représente à quel point le dollar est fort comparé aux autres monnaies fiduciaires qui existent dans le monde. Voilà donc pour le DXY, et la ligne orange est le prix du Bitcoin. Donc ce que vous pouvez voir, et ceci revient en fait jusqu'en 2014, mais vous pouvez voir qu'on a tendance à donc voir une corrélation avec le DXY lorsqu'on assiste à un énorme bull run de la part du Bitcoin, et généralement ça correspond donc à un sommet pour le DXY. Du coup, vous avez un sommet ici, le Bitcoin monte à partir de ce point, vous avez un sommet là également, et le Bitcoin monte aussi à partir de là. Donc lorsque le DXY, l'indice du dollar donc chute, eh bien c'est généralement lorsque le Bitcoin rencontre son sommet. Vous pouvez voir que le DXY a rencontré un fond local juste ici, et c'est également à ce point qu'on a pu voir arriver un sommet sur le prix du Bitcoin, et ensuite on est entré dans le bear market de 2018 bien sûr. Après, le DXY a continué à monter, et ce jusqu'à ce qu'on entre dans la boîte rouge ici et qu'on voit arriver donc le début du bull market de 2020. Ok, vous avez donc le prix du Bitcoin ici et boum, on décolle à la hausse, et ce jusqu'à ce qu'on revienne dans les alentours de la boîte verte cette fois, où on était pour le coup proche du sommet alors pour le Bitcoin. Ok, bon c'est sûr c'est pas exactement au même endroit, mais on constate tout de même que ça reste pas loin, c'est dans cette zone, et voilà le sommet du Bitcoin juste ici. Et regardez ça les gars, vous pouvez maintenant voir qu'on est en train de se heurter à cette fameuse boîte rouge, ce qui est généralement, ça correspond au commencement d'un bull run pour le Bitcoin, ou en tout cas c'est ce qu'on a pu voir durant ces 4 dernières années. Vous pouvez voir ça juste ici, hop, on a un sommet et le commencement d'un marché haussier, vous avez un top juste ici pour le DXY et le commencement d'un bull run pour le Bitcoin. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir voir la même chose cette fois? Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et quoi qu'il en soit, c'est vraiment un graphe super cool, selon moi. Et pour ceux, si jamais, qui regardent les cryptos de loin ou de près, et que pour l'instant ça vous intéresse pas, vous estimez de ne pas avoir assez d'argent, entre guillemets, pour investir, des fois certains se disent ça, ce qui est des fois à tort, hein. La zone qui pour vous intéressera, ce sera cette grosse zone ici. Donc ça c'est vraiment si on y vient, c'est si vous croyez au Bitcoin, voilà, il faut pas passer par 6000 chemins. Cette zone, si on y revient un jour, entre en gros du 27 et du 18, faut investir dans BTC. C'est pas un conseil d'investissement, mais si vous croyez au Bitcoin et que vous avez envie d'investir dedans, si on revient un jour dans cette zone, ce que je disais en gros, bref, à une personne qui était de base pour business et qui devient peu à peu un ami, ouais, je lui ai dit en gros, voilà. Parce que en gros, c'est son cas. Je vous explique un petit peu, si ça vous intéresse. Il regarde les cryptos de loin ou de près. Pour l'instant, il n'est pas trop intéressé, parce qu'il estime ne pas avoir l'argent nécessaire pour lui. Focus plutôt l'immobilier. Là, les cryptos, ça, voilà, c'est pas son premier objectif. Mais du coup, ce que je lui ai dit, c'est que, ok, actuellement, ok, si ton premier objectif, c'est toujours l'immobilier, vas-y, focus l'immobilier. Les cryptos, vas-y, ça a le temps. Si jamais on a vraiment des gros signes de retournement, bon, je te dirais. Mais et du coup, la deuxième chose que je lui ai dit, c'est si jamais, en tout cas, tu vois un jour, si jamais voilà, on n'est plus en contact, ou je sais pas, peu importe, sait-on jamais, si un jour tu vois le Bitcoin revenir entre, en gros, voilà, 16 000 et tout ce qui est sous 27 000 et qui peut aller jusqu'à 13, 14, 15, 16 000, te pose pas 6 000 questions. Si tu veux acheter du Bitcoin, achète et hold-le sur le long terme. En gros, c'est ce que je lui ai dit, tout simplement. Et du coup, je vous dis un peu la même chose, je m'adresse à vous. Si jamais vous regardez de près ou de loin et qu'on a ce qu'on appelle un panic sell ou un mouvement de capitulation, si le Bitcoin vient là-bas, n'hésitez pas à, c'est pas un conseil d'investissement, mais n'hésitez pas à vouloir investir si vous en avez envie, puisque ce sera une zone hyper intéressante, et ça correspond un petit peu à la valeur intrinsèque du Bitcoin. C'est en gros son prix de production. Là maintenant on est en log, d'accord? Le logarithmique permettra de comparer des prix précédents très petits à des prix actuels pour voir finalement la variation de hausse et de baisse en pourcentage. Maintenant la chose c'est que regarde, toi qui n'es pas encore entré dans le marché, tu te dis j'attendrai la future correction, le BTC maintenant à 40 000 $, il est trop cher, d'accord? Je le veux à plus bas, je le veux je sais pas, à 20 000, le BTC il n'y a même pas de ça, 2 ans était à 3 000, je le veux à 3 000, je sais pas, d'accord? Dis-toi juste que à force d'attendre comme ça, alors que le marché il est, j'allais dire un mot vulgaire pour dire très haussier, d'accord? Mais il est énormément, très puissamment haussier, d'accord? Si tu attends la bonne occasion, eh bien je te le dis, malheureusement tes attentes baissières seront trop importantes. On n'arrivera jamais au prix que tu attends et tu rentreras jamais dans le marché. Le mieux à faire, c'est d'accumuler, accumuler. Tu veux du BTC? Bah accumule, t'attends quoi? Comment est-ce qu'on accumule? N'achète pas d'un coup, achète un peu tous les mois, d'accord? Tu te dis, bah, j'achèterai un peu tous les mois. J'ai
Je donne un exemple. Alors, je sais pas, je vais donner un chiffre classique. J'ai 10 000 € de capital d'investissement à mettre sur le BTC. D'accord? Pour donner l'exemple. À ce moment-là, tu vas par exemple diviser ce capital-là en 10 petits paliers, 20 petits paliers, et tous les mois, eh bien, tu vas rentrer. Donc, tu vas rentrer avec 1 000 € par mois, tu vas rentrer avec 500 € par mois, selon les paliers. D'accord? 10 paliers, 20 paliers, etc. etc. Et ça te permettra de rentrer de toute façon dans le marché, sans pour autant t'inquiéter des baisses, des hausses, d'accord? Ça va te faire un prix lissé. Maintenant, si par exemple tu rentres dans le marché au prix actuel, on est à combien? On est à 41 000 $, d'accord? Et que ça stagnait pendant encore peut-être 3 mois. Tu auras un prix sur 3 mois, 4 mois, moyen entre 41 000, 50 000, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on s'est compris. Si au contraire le prix baisse, d'accord? Mais ça on ne le sait pas, d'accord? On ne le sait pas. À ce moment-là, ton prix moyen va se lisser encore plus bas. Il y a un gars qui me disait, je vais répondre à son commentaire, et j'ai dit, ouais, mais comment tu peux dire que tu es pas dans un... Comment tu peux dire, Fanta, qu'on n'est pas dans un holders market? Il a dit comme ça, avec la même intonation, c'était complètement lisible. Il n'y a jamais eu autant de holders. C'est vrai. Et puis, rire de psychopathe. Et puis après, il dit ouais, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons. Et puis, si ça tient aussi longtemps, c'est sûrement que ça va monter. Alors, oui. Il n'y a jamais eu autant de holders et comme disent les VIP, elles sont à ma droite, mais c'est ça le problème. C'est quoi cette majorité qui aurait raison et si tout le monde a son ticket gagnant pour le loto, pour les 1 million, et que qui va acheter plus haut, hein? Donc oui, il y a de la conviction pour hold, il y a la conviction pour hold de gens qui hold leurs perdants, hein. Tu me feras pas croire que tout le monde est gagnant. Je veux dire, depuis décembre, ça hold, hein, ça hold bien. Maintenant, on a aussi des signes d'accumulation. Quand je dis quand on voit des vendeurs en spot, on peut très bien dire aussi, mais il y a aussi des acheteurs en spot. À vrai dire, ce qui n'est pas vendu pour un, c'est acheté pour l'autre, hein. Je veux dire, il y a toujours quelqu'un pour acheter le bac de l'autre, que le meilleur gagne. Pour moi, c'est pas un holders market parce que au moment où il faudra holder, personne n'aura envie de le faire. Au niveau des plus gros stablecoins de la planète, Tether, 82 milliards de dollars, USDC, donc le coin 49 milliards. Il commence à créter parce qu'à l'époque, je me souviens, Tether était bien plus haut que l'USDC. Terra Luna, 17 milliards. Alors lui, il est monté d'un seul coup. Binance USD, 17 milliards aussi, il est pas très loin. Et le DAI qui a 9 milliards, qui est aussi pas trop mal. Mais le Terra, très intéressant. Et je pense qu'il peut monter comme ça de plus en plus. Et ça ne m'étonnerait pas qu'à long terme, les deux premiers là, USDC et Terra, arrivent à monter parmi les premiers et que l'USDC descende petit à petit. Ensuite, au niveau purement Bitcoin, on a l'optimisme qui augmente au moment où un spot, un ETF qui n'est pas basé sur les spots, mais qui est basé sur les futurs, donc ça n'est pas un ETF spot, qui serait vraiment excellent d'avoir un ETF spot aux États-Unis. Vous en avez déjà au Canada, vous en avez déjà en Australie, il y en a 3 en Australie qui vont sortir cette semaine, vous en avez déjà au Brésil, etc. Mais il n'y a pas d'ETF spot qui ont été acceptés par la SEC, la Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Néanmoins, hier, ils ont approuvé un ETF qui est basé sur l'acte 33 et l'acte 34. C'est-à-dire qu'avant, les ETF étaient basés sur l'acte 40 et le fait d'accepter un ETF sur l'acte 33 et 34, même s'il est basé sur les futurs et non sur le spot, est quelque chose qui ouvre la voie potentiellement à un ETF spot. Quel serait le meilleur scénario, le best case scénario? C'est tout simplement que Grayscale, qui a énormément de Bitcoin, devienne le premier ETF spot. Et vous voyez que c'est le scénario que joue une partie des acteurs du marché. Puisque avant, on avait un premium rate qui était un 10,40 et qui lui était à moins 28%, qui là aujourd'hui passe à moins 21%. Donc, les acteurs du marché se disent, si jamais je pouvais avoir du Bitcoin à moins 20%, tout simplement, je réduis mon risque de rentrer sur Bitcoin. Donc, autant rentrer sur le GBTC, qui est un trust, qui n'est pas un ETF. Autant rentrer sur le GBTC au sens où Grayscale est depuis très longtemps en train de demander son accession à un ETF spot et que la SEC le refuse. On a de bonnes chances qu'ici, il soit prêt à un moment donné et que la SEC accepte, étant donné que le Canada, l'Australie et le Brésil l'ont déjà fait, acceptent un spot ETF basé sur le fonds Grayscale.
XRP. Tu as sûrement déjà entendu parler de cette célèbre crypto-monnaie et du procès de sa société Ripple. Mais savais-tu que Vitalik avait signé en tant que stagiaire chez Ripple et que s'il avait eu son visa pour le Canada, il n'y aurait sûrement jamais eu d'Ethereum? Ou encore que Ripple, la société à l'origine du XRP, existait avant même le Bitcoin et avait créé un système de monnaie numérique dès 2004. Ou encore que Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin lui-même, avait félicité le système de Ripple. Tu ne le savais pas? Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo dans laquelle on va retracer ensemble la passionnante histoire de Ripple. Et je peux te garantir que tu ne verras plus jamais le XRP de la même façon et qu'il n'aura plus aucun secret pour toi à la fin de cette vidéo. Le Monténégro qui offre la citoyenneté à Vitalik Buterin pour devenir l'un des pays leaders de la blockchain et qui serait sur le point d'écouter ses recommandations, notamment faire du Monténégro une terre en fait qui est accueillante pour les cryptoactifs, pour les détenteurs de crypto-monnaies et qui vont donc probablement définir une législation cadrée et très attrayante, notamment je pense sur la fiscalité des bénéfices personnels. Ensuite, on a NBA qui lance sa collection de NFT qui évoluera suivant les performances des joueurs. Très très intéressant parce que NBA c'est quand même big, hein, c'est vraiment énorme. Grosse enseigne sportive au niveau des États-Unis par rapport au basket. À voir ce que ça donne, à voir s'ils arrivent à bien, en fait, si vous voulez, incruster le domaine des NFT, des cryptos, de la blockchain au niveau du grand public, comme on fait par exemple Chiliz, je pense à Chiliz. Mais en fait, Chiliz, ils ont créé tout un écosystème, tout un mécanisme autour des fan tokens, autour de la blockchain, des cryptos, etc., des NFT qui vraiment marchent bien en fait. Et les supporters ne s'en rendent pas forcément compte. Et ça, c'est le but qu'on veut, nous. C'est-à-dire que le but que doivent apporter les NFT et les cryptos, c'est que l'utilisateur final l'utilise sans savoir, sans comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand par exemple, nous, on utilise Internet, mais on ne comprend pas vraiment comment ça marche, le HTML, etc., tous les trucs de codage, tous les serveurs, tous les réseaux qu'il y a derrière, il n'y a pas grand monde dans la population qui va comprendre. Mais ce n'est pas un souci parce que le but, c'est juste que l'utilisateur final l'utilise sans se poser la question de savoir comment ça marche. Et là, du coup, c'est pareil au niveau des NFT, et j'espère qu'ils arriveront à faire ça au niveau de la NBA. Binance. Binance est de l'erreur que vient de faire Binance qui est assez incroyable. Binance, en fait, ils ont annoncé sur Twitter un hashtag sponsorisé Binance. Donc il y a les grosses sociétés qui peuvent faire ce type de choses. Ils payent Twitter et ensuite ils ont des emojis personnalisés. Donc comme ça, quand vous tapez le hashtag Binance ou le hashtag BNB, vous allez avoir un emoji particulier. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ils ont payé, du coup, ça a été mis en place. Et quand on tapait le hashtag Binance, on avait 7 emojis que vous pouvez voir ici. Et les gens ont commencé à dire, c'est assez fou que Binance fasse ça. Voilà, on revoit l'emoji ici. En fait, on peut voir un peu une swastika, donc une croix nazie, même si historiquement c'est un symbole indien, mais là c'est rattaché uniquement, enfin, tout le monde a réagi en disant ça c'est le truc nazi, surtout le 20 avril, le jour de l'anniversaire de Hitler. Donc les gens se disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi Binance publie ça aujourd'hui, est-ce que c'est une mauvaise blague, est-ce que c'est juste une grosse erreur? Binance a dit que c'était une erreur, qu'ils ont corrigé le sujet dès qu'ils se sont rendus compte. Voilà, c'est clairement embarrassant, on comprend pas comment on a pu arriver là après toutes les couche de validation, du coup on a corrigé ça et voilà, c'est une erreur de com de Binance, c'est pas non plus dramatique dans le sens où c'est pas un piratage de Binance et du coup les fonds sont en sécurité, c'est pas ça, c'est juste de la com et c'est étrange que le département de communication de Binance a pu laisser passer quelque chose d'aussi gros. Raphaël Bloch qui met en avant que certains groupes qui ont déjà mis un pied dans le Web3 et ils sont de plus en plus nombreux avec Adidas, Nike, Microsoft, PayPal, Visa, Mastercard, Tesla, Meta, LVMH, L'Oréal, Twitter, Ubisoft, Burger King, Starbucks, Budweiser et enfin Shopify. La liste n'est pas exhaustive mais petit à petit on peut constater effectivement qu'il y a un réel intérêt autour de ça. Prenons l'Internet au début des années 90. Personne ne pouvait véritablement définir ce qu'il serait 30 ans plus tard. Ça, nous, en tout cas, on s'en rappelle très bien. On y était. Si on fait un rapide retour en arrière, on peut dire par exemple que le Web 1.0 nous a collectivement tous connectés à l'information. Je pense que c'est assez indéniable. Le Web 2.0 nous a permis ensuite de partager ces informations les uns avec les autres, grâce notamment à l'émergence des réseaux sociaux. Ça a été le grand apport, on va dire, du Web 2.0 tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Et puis le Web 3.0, lui, devrait nous permettre de connecter les gens, les lieux et les objets entre eux. Donc c'est une innovation absolument majeure, puisque en fin de compte, c'est une transposition de la vie réelle dans le virtuel, en 3 dimensions.
Donc nous, en tant qu'êtres vivants, nous interagissons dans un monde en 3 dimensions et nous faisons l'expérience, via la technologie, d'une immersion dans un monde en 3 dimensions dans lequel nous allons pouvoir interagir avec des avatars, des personnes, des personnages. On va pouvoir interagir avec des objets. On va pouvoir chatter avec des utilisateurs sur place, on va pouvoir visiter des lieux en 3D, faire des expériences immersives tout à fait inédites. Donc on est vraiment dans une approche tout à fait beaucoup plus large, beaucoup plus expansive en fait qu'auparavant. Donc on a des métiers également qui vont émerger très rapidement, hein. On a déjà des ambassadeurs de marques qui pointent leur nez, j'ai envie de dire, en collaboration avec des maisons diverses et variées. On a des guides touristiques qui vont commencer à apparaître un petit peu partout. Il y a des croisières qui vont s'organiser dans le métaverse, il y a des vols spatiaux, enfin il y a tout un tas de choses extrêmement passionnantes qui vont se dérouler dans ces différents univers. Bitcoin, en Espagne, les cryptos deviennent persona non grata. En gros, pour faire très très simple, à cause de différentes signalisations de personnes qui ont été victimes des crypto-monnaies, mais en réalité c'est plus des idiots qui se sont fait voler leurs cryptos pour rien, et dans le but de lutter contre le blanchiment d'argent, l'Espagne semblerait durcir sa position vis-à-vis des crypto-monnaies. Le problème c'est que dans les faits, tout pouvoir centralisé sur les avoirs d'autrui constitue une menace potentielle aux libertés. En gros, le fait de contrôler tous ceux qui ont de la crypto-monnaie, etc., etc. Mais les autorités espagnols peuvent très bien se justifier et évoquer des raisons théoriquement légitimes. En mode oui, mais c'est pour lutter contre le blanchiment d'argent, oui, mais c'est pour lutter contre les potentielles arnaques et pour protéger les utilisateurs. Ça peut suffire comme excuse pour mettre une norme totalement trop stricte, hein, pour vraiment réguler et bloquer le monde des crypto-monnaies, alors qu'en réalité, ça n'irait pas affecter tout le monde. Encore une fois, c'est un peu comme si on demandait à chaque personne de donner son identité derrière son adresse de crypto, sous couvert de lutter contre le blanchiment, alors que c'est pas nécessaire en soi. Donc bon, à suivre. En attendant, l'Espagne n'a pas fait une déclaration d'amour aux crypto-monnaies cette semaine. Allez, assez parlé de NFT et voyons maintenant ce qu'il s'est passé dans le secteur gaming crypto. Aujourd'hui, on a Framework Venture, une société spécialisée dans le financement de projets blockchain, qui va créer un fonds de 400 millions de dollars qui sera divisé et dont la moitié sera dédiée au secteur du Web3 et l'autre partie sera dédiée au secteur des jeux vidéo blockchain. A savoir que ce capital sera investi sur différentes startups prometteuses des deux secteurs, et ils ont qualifié le secteur gaming de, je cite, florissant. Et ils ne s'y trompent pas car comme on le voit dans cet article publié aujourd'hui, d'après DappRadar, il y aurait eu pour 2,5 milliards de dollars investis sur le secteur du jeu vidéo blockchain uniquement sur le premier trimestre de cette année. Et les projections qu'ils ont réalisées montrent que d'ici la fin de l'année, ce secteur pourrait recevoir un total de 10 milliards de dollars sur toute l'année 2022. Bref, vous l'avez compris, les gros portefeuilles investissent lourdement dans le développement du gaming blockchain, et les années 2023-2024 pourraient bien voir le commencement d'une réelle adoption du grand public pour ce type de jeu. Ethereum, ça y est, le lancement, ça sera du côté du Maillard Exchange le 25 avril à 16h UTC. Vous avez le petit blog qui est disponible ici et on va suivre ça pour ceux qui ont eu effectivement la main heureuse au niveau des tickets gagnants de loterie. KuCoin est une plateforme sérieuse qui a su conjuguer des frais extrêmement bas avec une offre de services très variée. KuCoin s'est vu par exemple attribuer la note de 4,1 sur 5 par le prestigieux magazine Forbes il y a quelques mois seulement, ce qui démontre selon moi le professionnalisme et la fiabilité de la plateforme. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, le fait de ne pas pouvoir retirer son argent de manière simple et rapide est un peu rédhibitoire pour moi, et puis je n'ai pas vraiment besoin de leur robot de trading par exemple. Donc personnellement, j'utilise KuCoin uniquement lorsque je n'ai pas réussi à trouver la crypto qui m'intéressait sur d'autres plateformes comme Kraken, Binance ou encore des plateformes d'échange décentralisées comme SushiSwap, ce qui est, avouons-le, très rare au final. Donc voilà notre avis sur KuCoin. Dans les prochaines semaines, on vous fera également une vidéo sur FTX, puis Coinbase, et également sur Bisq, qui est moins connu mais particulièrement intéressant. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la fondation Toulouse Santé Cancer qui accepte les dons en crypto. Donc si vous vous sentez généreux, je vous mets en description le lien de la plateforme Crypto Défi qui gère les dons pour la fondation. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.